Bonjour Anthony Fardet, nous sommes aujourd'hui au Grain à Clermont-Ferrand, qui nous reçoivent gentiment pour cette entrevue. Et est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Anthony Fardet, je suis de formation initiale ingénieur agronome, spécialisé ingénieur agroalimentaire de l'Agro-Paris-Tech. Ensuite, j'ai fait un doctorat en nutrition humaine à l'Université d'Aix-Marseille et aujourd'hui, je suis chercheur académique, public, en alimentation préventive, durable et holistique. On aura l'occasion de revenir sur ces trois mots-clés qui caractérisent mon profil. Ça fait aujourd'hui pile poil 23 ans que je fais de la recherche publique. Mon principal projet de recherche, le fil rouge de mes recherches depuis 23 ans, c'est l'influence de la transformation des aliments sur leur potentiel santé, notamment l'effet matrice, on y reviendra parce que c'est fondamental, ainsi que l'approche holistique. Et aujourd'hui, mon projet s'élargit un peu plus parce que je m'intéresse aussi au rôle de la transformation des aliments dans la durabilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle la santé globale ou One Health Approach. À savoir, par exemple, est-ce que les aliments ultra transformés sont très durables en termes de transformation alimentaire. D'accord, donc votre dernier livre était édité en 2017 et Oui. portait sur les aliments ultra transformés. Est-ce C'est ça. que justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler la différence entre un aliment ultra transformé et un aliment peu transformé? Oui, alors le concept d'aliment ultra transformé a été proposé pour la première fois en 2009 par des épidémiologistes brésiliens, Carlos Monteiro, Jean-Claude Moubarak et Geoffrey Cannan, qui ont fondé la classification NOVA. Alors c'est important d'expliquer aux gens d'où vient cette classification NOVA, parce que ça a été un Big Bang nutritionnel au niveau mondial, parce que pour la première fois, on proposait de classer les aliments selon le degré de transformation par rapport à la santé, et pas selon la composition en nutriments, et pas selon les groupes d'aliments classiques, c'est-à-dire viande rouge, viande blanche, etc. Donc en fait, ils se sont rendus compte, si vous voulez, parce qu'ils faisaient beaucoup d'enquêtes alimentaires dans les foyers brésiliens, et ils se sont rendus compte d'un paradoxe, c'est-à-dire qu'en fait, dans les foyers où il y avait du sucre de table, c'est là qu'il y avait le moins de diabète et d'obésité. Donc c'était paradoxal parce qu'on avait tendance à associer le sucre à ces maladies. Et en fait, ils se sont rendus compte que le fait qu'il y ait du sucre de table dans les foyers, c'était le signe que la famille continuait à cuisiner ses propres aliments. Le sucre de table étant un ingrédient culinaire. Et dans les foyers où il n'y avait pas de sucre de table, il y avait plus de risques de diabète et d'obésité. Ces familles consommaient beaucoup plus de plats préparés déjà, industriels. Et ils vont nommer ces aliments les ultra transformés dans la classification NOVA, qui veut dire en portugais nouveau, qui distingue 4 groupes technologiques. Vous avez les aliments pas ou peu transformés auxquels on n'ajoute rien, c'est-à-dire ça peut être du lait, des yaourts, de la viande que vous achetez au boucher, des fruits, des légumes. Les ingrédients culinaires, donc dans les placards, mais qu'on ne mange pas tel quel, c'est-à-dire poivre, sel, beurre, huile, le miel, la crème, etc. Personne évidemment ne mange une assiette de beurre en repas. Donc un troisième aliment, c'est quand vous ajoutez les ingrédients culinaires aux aliments peu ou pas transformés, vous avez ce qu'on appelle des aliments transformés. Donc l'ajout d'ingrédients culinaires, c'est pour les rendre plus goûteux, pour mieux les conserver. Par exemple, le salage, le sucrage, traditionnellement, c'est pour conserver les aliments. Donc les aliments transformés, la truffade auvergnate est transformée, typiquement. Tous les plats des terroirs, les plats que vous allez faire à la maison avec votre famille. Et puis aussi, un tiers des aliments industriels sont normalement transformés. Donc vous voyez, on peut aussi manger industriel de qualité. Et enfin, le dernier groupe ultra transformé, pour répondre à votre question, en fait, ils se sont rendus compte dans les cuisines qu'il y avait un quatrième groupe d'aliments qui ressemblait au groupe 3, c'est-à-dire les normalement transformés, mais avec des listes d'ingrédients 2 à 3 fois plus longues. Et qui avaient tendance à imiter ces aliments. Et donc ils ont appelé ces aliments ultra transformés, et tous ces ingrédients qui n'existent pas en cuisine, ils ont appelé ce qu'on appelle des ingrédients ou des agents cosmétiques, additifs ou non additifs. Pourquoi cosmétiques? Parce qu'ils sont ajoutés à l'aliment pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Donc on est dans l'idée finalement de maquiller l'aliment et d'artificialiser l'aliment pour imiter les vrais aliments. Par exemple, un pain de mie va imiter, ultra transformé va imiter le vrai pain. Les laits infantiles vont imiter le lait maternel. Le soda va remplacer l'eau en Amérique du Sud. Le nuggets de poisson va remplacer le poisson. L'arôme de fraise, la vraie fraise, etc., etc. Donc on est bien dans des agents cosmétiques que moi j'ai appelé dans le cadre de mes travaux avec la startup SIGA, avec qui je collabore et qui s'appuie sur mes travaux et qui a développé une application smartphone gratuite pour évaluer les aliments selon le degré de transformation. Donc avec cette startup, on a appelé ces agents cosmétiques des marqueurs d'ultra-transformation, EMUT. Et là je réponds vraiment à votre question. Donc qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé? C'est un aliment qui contient au moins un marqueur d'ultra-transformation. Il peut en contenir jusqu'à 15. Par exemple, les substituts de viande,
qu'est-ce qu'il y a d'autre, des boissons végétales, sont quasiment que des combinaisons de MUT, de marqueurs d'ultra-transformation. C'est-à-dire c'est de la chimie comestible ultra transformée, ce n'est plus des vrais aliments, ce sont des faux aliments, je les ai appelés des fake food, des aliments virtuels. Et pour nos auditeurs, pour les aider à repérer ces aliments ultra-transformés, il y a 4 types de MUT. Vous avez les additifs cosmétiques, colorants, texturants, modificateurs de goût. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme... vous avez les exhausteurs de goût, les correcteurs d'acidité, les édulcorants, tous les colorants. Vous avez ensuite ce qu'on appelle tous les arômes, artificiels, naturels, extraits d'arômes. Vous avez ce qu'on appelle les ingrédients ultra-transformés, c'est-à-dire les sucres, lipides, protéines et fibres ultra-transformées. Donc c'est ce que vous allez trouver dans les steaks végétaux, les isolats de protéines, les isolats de fibres, les huiles raffinées hydrogénées, les sucres invertis, les sirops de glucose, les maltodextrines, les polydextroses, les amidons modifiés, les polyols qui sont des sucres hydrogénés, les sirops de glucose fructose, enfin il y en a plein. Et enfin, 4e MUT, c'est des traitements technologiques qui sont très modernes, qui sont apparus après-guerre, et qui ont pour caractéristique de complètement déstructurer votre aliment. C'est la cuisson extrusion et le soufflage, par exemple. Donc toutes les céréales du petit déjeuner pour enfants qui sont cuites extrudées, vous voyez, qui ont des formes un peu ludiques, et même colorées. Vous allez trouver des céréales roses, vertes, pour plaire aux enfants. Donc on est bien dans l'idée d'artificialiser l'aliment. Donc cette cuisson extrusion déstructure tellement l'aliment qu'elle transforme finalement la fécule ou la farine en une substance dans l'organisme qui est proche du sucre et du glucose. Et donc le soufflage, on va le retrouver dans les galettes de riz blanc soufflé bio, qui sont aussi ultra transformées, parce que si vous voulez, le soufflage explose tellement le grain de riz que quand vous le digérez, c'est pas très éloigné du glucose. Donc ça fait des index glycémiques très élevés. Voilà, donc ça c'est les 4 marqueurs d'ultra transformation. Et je termine ma réponse en disant, pour les gens qui nous écoutent, on a calculé sur plus de 25 000 aliments qu'au-delà de 5 ingrédients sur la liste, c'est-à-dire 6 et plus, c'est très précis, vous avez plus de 75% de chances que l'aliment soit ultra transformé. Donc si vous avez 6 ingrédients et plus, méfiance. Essayez de repérer les marqueurs d'ultra-transformation, sinon vous pouvez utiliser l'application SIGA qu'on a développée et qui vous dira si l'aliment est ultra-transformé ou pas. Et quel est l'intérêt pour les industriels en fait, de développer des aliments ultra-transformés ? Alors, pour répondre à votre question, il faut contextualiser l'ultra-transformation, ça a explosé après-guerre. Il faut bien comprendre d'où ça vient, avec ce qu'on appelle le cracking alimentaire. C'est-à-dire, si vous voulez, l'emblème du marqueur d'ultra-transformation, c'est le sirop de glucose fructose, qui a été inventé au Japon en 1972. Et il faut savoir que dans les années 60, avec l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, il y a eu un embargo sur la canne à sucre cubaine. Et les Américains ont voulu trouver, donc, puisqu'ils ne pouvaient plus accéder à la canne à sucre cubaine pour faire du sucre, notamment dans les sodas, ils ont voulu développer leur propre sucre. Donc quand ils ont découvert par des ingénieurs japonais le sirop de glucose fructose à partir de la fécule de maïs, donc on déconstruit la fécule de maïs jusqu'à ses constituants élémentaires. Et on va même plus loin, c'est que même les constituants élémentaires, on rajoute des modifications enzymatiques et chimiques. Et donc ça donne le sirop de glucose fructose qui est très pratique pour les industriels, qui est très bon marché, et qui a permis au départ aux États-Unis de valoriser les excédents de maïs. C'est des gros producteurs de maïs. Donc c'est vraiment parti de là, mais on peut dire quand même que le premier marqueur d'ultra-transformation, c'est 1811, par un chimiste allemand qui avait hydrolysé l'amidon avec de l'acide sulfurique pour faire des amidons modifiés. Mais enfin, c'était très localisé aux pays anglo-saxons. C'est vraiment après-guerre que ça a explosé. Et en fait, comment l'ultra-transformation s'est développée et quel est l'intérêt pour les industriels ? Eh bien, si vous voulez, ils se sont rendus compte qu'avec tous ces éléments du cracking, on pouvait modifier les aliments de manière artificielle, de manière cosmétique, et surtout exacerber les goûts. Donc c'est très rentable d'exacerber les goûts. Puisque en fait, par exemple, si vous mettez un peu plus de sucre, une couleur plus attrayante, vous modifiez un goût indésirable par un correcteur d'acidité. Donc ça permet si vous voulez, de rendre fidèle à l'aliment, soit de le racheter, soit d'en consommer plus que de raison. Et si vous ciblez les plus jeunes, des clients à vie. Il n'y a rien de plus rentable qu'un client à vie. Quelqu'un qui est fidèle à un aliment, c'est très rentable. Donc il y a une triple rentabilité, avec des ingrédients cosmétiques qui sont tellement produits en masse, qui sont extrêmement bon marché. Par exemple, un sirop de glucose, c'est 10 fois moins cher qu'un sucre de table. Un arôme de fraise, c'est beaucoup moins cher qu'une vraie fraise. Donc, si vous voulez, avec d'autres raisons qui sont plus structurelles dans les années 80, c'est-à-dire la naissance des grandes multinationales, ces aliments ont été d'un intérêt très fort pour les industriels en termes de praticité, de conservation très longtemps. Un soda peut se conserver 1 an sur un frigo, ou une barre chocolatée peut se conserver très longtemps. Donc des aliments peu chers à fabriquer, avec des ingrédients ultra transformés, très bon marché. Et puis je voulais souligner le rôle de la grande distribution qui a commencé dans les années 60
en France notamment. Et si vous voulez, la guerre des prix par la grande distribution, qui s'est fait progressivement à partir des années 60 et qui va continuer même jusqu'à aujourd'hui, cette guerre des prix a abaissé le coût des aliments. Et si vous voulez, il n'y a pas de secret. Pour avoir des aliments bon marché, on est obligé d'utiliser des marqueurs d'ultra-transformation et d'ultra-transformer l'aliment. Parce que c'est beaucoup moins cher les marqueurs que les vrais ingrédients nobles. Donc on met 1% de sucre en plus, ce qui fait 1% d'ingrédients nobles en moins. Parce que dans les nuggets, on va mettre des sucres, comme ça, de poisson, donc comme ça on met moins de poisson. On met un arôme de poisson, moins de poisson, un arôme de beurre, moins de beurre, etc. Donc si vous voulez, la guerre des prix par la grande distribution a énormément stimulé et drivé l'ultra-transformation, parce que les industriels ont dit, pour répondre à la demande de la grande distribution, on va leur fournir ces aliments bon marché, très peu chers. Et ils ont ultra-transformé à fond. L'ultra-transformation a explosé dans les années 80 et 90 dans les pays occidentaux. Et aujourd'hui, comme notre marché est saturé, anglo-saxon, Europe de l'Ouest, tout ça, eh bien, ces aliments maintenant essayent d'aller pénétrer les marchés des pays émergents, d'Asie du Sud-Est, pays en développement et Europe de l'Est. Où là, par exemple en Asie du Sud-Est, c'est des croissances à 2 chiffres, en Amérique du Sud aussi. Et l'objectif, c'est d'essayer de cibler les plus jeunes et de les éloigner des plats traditionnels, des vrais aliments, et de leur proposer ces aliments hyper standardisés. Ils sont hyper standardisés parce que si vous voulez, une canette de soda est à peu près la même sur toute la planète, une barre chocolatée également. Alors ils font croire qu'ils s'adaptent aux régions en disant on va faire un hamburger régional, on va faire un soda régional, mais quelque part c'est toujours une hyper standardisation qui est à la fois dangereuse pour les plus jeunes et puis aussi qui va menacer la durabilité des systèmes alimentaires. She got a boba daba, yana go talaba, yana go talaba. You wanna be my wifey, but you can't have the trust of a baba la la. I got my dough on the side, she wanna drink my life, she wanna drink my soul. I know she lives in the dark, she got juju on me, she got voodoo on me. Nina Dodo, Nina Dodo, Nina Dodo, Nina Dodo. Eka Foko, Eka Foko, Eka Foko. Ega fogo, namkoro, 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 ega fogo. I know she living a lie, she just want me to die, she just want me to cry. She got that boba, got me full of the star, got me full with the stars. I can see under the shell, girl, I can see the spell, girl, you living in hell. But now I'm breaking the chains, yeah, I can feel the pain laughing under the rain. Nina Dodo, yeah, Nina Dodo, yeah, Nina Dodo, oh, Nina Dodo, yeah, Eka Foko, Eka Foko, yeah, Eka Foko, Eka Foko, Namkoro, 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 Eka Foko. Vous venez d'écouter Namukoro, un morceau de Gérald Déazon. Retrouvons tout de suite le docteur Anthony Fardet. Et où en est ton combat pour la mise en place d'une nouvelle classification des aliments basée sur leur degré de transformation ? Alors c'est une très bonne question. La réponse est difficile. Alors d'abord le combat, il faut quand même dire, c'est le premier à l'avoir mené, c'est bien les épidémiologistes brésiliens. Et on peut saluer aussi qu'ils ont été les premiers avec courage à publier en 2014 le premier guide alimentaire, les premières recommandations alimentaires nationales, donc publiques, basées sur le degré de transformation. Des recommandations très globales, très holistiques, très qualitatives. En 2014, donc ça fait déjà 7 ans. Israël a intégré l'ultra-transformation dans ses recommandations. De plus en plus de guides en parlent. L'Uruguay, le Canada, je crois, et même la France, dans le dernier programme national nutrition santé, a proposé ce qu'on appelle des recommandations transversales, c'est-à-dire de réduire de 20%
la consommation d'aliments ultra-transformés d'ici 2000, il disait 21 à l'époque, mais aujourd'hui c'est plutôt 2023, ce qui est une bonne chose. Alors moi de mon côté évidemment je plaide pour reclasser les aliments selon le degré de transformation, parce que pour moi c'est la dimension la plus pertinente pour la santé humaine et la planète. Parce que si vous voulez, le degré de transformation est lié à la durabilité de la planète, la durabilité de la santé humaine, donc en fait elle est liée à la santé globale. Donc c'est un indicateur que j'appelle holistique, c'est-à-dire très global. Et plus l'indicateur est holistique et global, forcément, plus quand on va choisir nos aliments avec cet indicateur, plus l'impact va être planétaire. Si je dis aux gens de réduire les ultra-transformés, j'impacte pas seulement la santé, j'impacte les petits producteurs, j'impacte la socio-économie, les traditions culinaires, l'environnement, le bien-être animal, la santé, la socio-économie. Donc j'embarque tout, un peu comme des poupées russes, vous voyez. Si la recommandation est sur la grande poupée russe, on embarque toutes les petites avec. Par contre, si je vous dis, sur la petite poupée russe, comme on a eu tendance à le faire dans le monde, mangez moins sucré, vous n'embarquez pas l'environnement, le bien-être animal, et vous allez juste passer d'un soda normal à light. Mais le soda light n'est pas meilleur pour la santé et est encore plus ultra transformé. Donc il faut que l'indicateur soit holistique. Donc moi, effectivement, je me bats avec SIGA, avec qui je travaille, qui est la start-up qui est dédiée à l'ultra transformation en France. On aimerait qu'il y ait des recommandations au niveau français qui soient d'abord mises sur le degré de transformation, mais que ce soit bien précisé, si vous voulez, au grand public, qu'il faut commencer à choisir son aliment sur ce critère. C'est-à-dire séparer les ultra-transformés des non-ultra-transformés. Et si vous voulez, déjà, cette simple séparation, qui est toute bête, est déjà énorme pour la planète. C'est-à-dire que si la planète réduit sa consommation d'ultra-transformés, les bénéfices sont déjà énormes. Après, on peut donner d'autres critères de choix. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup au grand public pour bien manger pour soi et la planète. C'est pour ça que je dis que bien manger est en réalité très simple et qu'on a beaucoup trop compliqué les choses. Alors où en est le combat ? Je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui se font au niveau européen, au niveau de l'État en France. Je ne suis pas dans les petits souliers de tous ces gens-là, donc je ne sais pas où ça en est. Mais si vous voulez, aujourd'hui, c'est plutôt les scores de composition, Nutri-Score qui l'emportent, parce que si vous voulez, ça ne remet pas en cause l'ultra-transformation. Si vous voulez, c'est des scores qui soutiennent même l'ultra-transformation et qui valorisent beaucoup d'aliments ultra-transformés. Donc si vous voulez, les lobbies agroalimentaires ont tout intérêt à ce que les scores de composition soient maintenus le plus longtemps possible, parce que ça ne remet pas en cause leur business. Les grands groupes agroalimentaires, ce qu'on appelle Big Food, le Big Food, les 10 plus grands groupes, la majorité de leur portfolio alimentaire, c'est l'ultra-transformé. Et les scores de composition ne les remet pas en question, puisque si vous voulez, en France, on a calculé avec SIGA que 57% des Nutri-Score AB sont ultra-transformés. 57%, plus d'un sur deux. En Australie, plus de 50% des produits bien notés avec l'équivalent du Nutri-Score, le Health Star Rating, sont ultra-transformés. Donc si vous voulez, c'est un score qui finalement ne remet pas en cause le business de l'ultra-transformation. Donc comme ce sont des multinationales ont beaucoup de moyens, de puissance financière, de lobbying, de toute façon, tout sera fait pour empêcher qu'il y ait une classification en fonction du degré de transformation. En tout cas, ça n'engage que moi, ce que je viens de dire. Mais je pense que, si vous voulez, c'est plus facile de reformuler un aliment ultra-transformé. On enlève un peu de sucre, on rajoute de la poudre de perlimpinpin, on rajoute des marqueurs d'ultra-transformation et le produit, au final, est pire que le produit de départ. Plutôt que de dire, on fait des aliments moins transformés. Vous voyez ? L'enjeu n'est pas du tout le même. Dire, on fait des aliments moins transformés, c'est holistique. Reformuler un aliment ultra-transformé qui est trop sucré gras, ou sucré gras ou salé, c'est ce que j'appelle le réductionnisme, c'est-à-dire qu'on agit sur une partie de l'ensemble. Mais vous n'allez pas améliorer les choses en agissant sur une partie de l'ensemble. Vous améliorez les choses en disant un aliment moins transformé. Et c'est d'autant plus juste scientifiquement, et je terminerai sur cette réponse, c'est qu'est-ce que c'est qu'un aliment sain ? Ce n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement. Ça n'existe pas. Il n'y a que le lait maternel qui est équilibré nutritionnellement. C'est pour ça qu'on dit aux gens de manger varié. Parce qu'on dit aux gens de manger varié, parce que scientifiquement, on sait qu'aucun aliment n'est équilibré. Donc les scores de composition qui sont basés sur ce paradigme, en fait, sont basés sur un paradigme qui est erroné. Non, aujourd'hui, un aliment sain, on le sait, c'est l'aliment le moins transformé possible pour être à la fois bon, sûr et comestible, tout simplement. Et donc, l'aliment le moins transformé possible, pourquoi il est sain ? Parce qu'on va préserver ce que j'appelle la qualité matricielle de l'aliment, c'est-à-dire sa structure. Plus la qualité de la matrice de l'aliment est préservée, plus il va délivrer ses nutriments de manière saine à l'organisme. Par contre, à composition identique, une matrice très dégradée et artificialisée va mal délivrer ses nutriments. Donc on se focalise sur les nutriments, alors qu'il faut se focaliser sur l'ensemble et le tout, c'est-à-dire l'aliment dans sa complexité. Donc on se trompe, on ne regarde pas où il faut regarder la matrice alimentaire, et
Donc les seuls scores aujourd'hui utiles au niveau planétaire, c'est les scores du degré de transformation, parce que eux rendent compte de l'effet matrice. Les scores de composition ne le prennent pas en compte, donc on se retrouve avec des céréales du petit déjeuner pour enfants Nutri-Score A, qui sont des bombes de sucre. Et il ne faut surtout pas y aller. Et pourtant elles sont Nutri-Score A. Ou alors une boisson végétale qui a été sortie récemment. Il n'y a pas un seul vrai aliment, c'est qu'un mélange, un cocktail de marqueurs d'ultra-transformation, mais elle est Nutri-Score A. Donc vous voyez, on ne peut pas se fier au score de composition pour bien manger, c'est même l'inverse, ça peut dégrader même notre alimentation à long terme. Et donc il faut... c'est pour ça que le combat est très important, c'est un beau combat, que les scientifiques... Mais je ne suis pas le seul à le mener, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde entier qui travaillent là-dessus, des anglo-saxons, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, il y a énormément d'équipes dans le monde qui travaillent là-dessus. Il y a plus de 600 articles sur le concept qui ont été publiés et presque 75 études épidémiologiques. Donc voilà, on n'est pas... C'est vraiment, si vous voulez, je ne sais pas si on peut parler de combat, mais c'est vraiment un engagement et une recherche qui est devenue mondialisée. Alors justement, tu abordais tout à l'heure ce paradigme sur lequel tu t'appuies beaucoup dans ton ouvrage, c'est-à-dire une approche holistique et globale. Une approche scientifique, holistique et globale. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, c'est très très important, c'est vraiment le cœur du cœur du cœur. Alors pour expliquer à nos auditeurs, en fait, dans la vie, il n'y a que des systèmes complexes. Un organisme humain, un aliment, un paysage agricole, un animal. Et tout système complexe, c'est basique, hein, c'est des parties qui sont liées entre elles. Dans l'organisme, vous avez des cellules qui sont liées entre elles. Dans un aliment, vous avez des nutriments qui sont liés entre eux. Le réductionnisme, c'est quoi? C'est de dire, je vais étudier les parties séparément. Vous voyez, de manière très mécanistique. Par exemple, dans l'aliment, on va étudier les glucides, les lipides, les protéines, les minéraux, de manière isolée, souvent. Et l'approche holistique, ça consiste plutôt à s'intéresser à l'ensemble, et surtout aux liens qui unissent les nutriments. Donc un chercheur holistique est plus intéressé par les liens, et moi, c'est ce qui caractérise mon profil de chercheur. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les associations, les liens. Donc vous pourrez voir dans tous mes travaux, il y a toujours le mot holistique, lien, association, parce que moi ce qui m'a intéressé c'est d'essayer de reconstruire les liens qu'on a un peu perdus. Donc, et je me suis rendu compte, si vous voulez, dans cette approche holistique de l'aliment et le fait de le prendre dans sa complexité, que les liens entre les nutriments participent plus pour la santé humaine que les nutriments eux-mêmes. C'est vraiment les liens qui sont importants entre les nutriments. On dit souvent le lien c'est la vie, le lien c'est la santé, le lien c'est la résilience, tout le monde connaît ça. Et donc cette vision holistique de l'aliment qui remet au centre les interactions entre les nutriments comme facteur essentiel de la santé humaine, c'est l'approche holistique de l'aliment, ce qu'on appelle l'effet matrice.
kuna tibili dintine ni nasi aye fere kuo. Purchase your tracks today. Tamba ke doni kontini yere monke di chuni. Ana fa for you ana dinner for you funky boke for chuyeni tangwana le mafi kuye ke uchofini tangwana le maye funky boke for chuyeni tangwana le mafi buye ke uchofini tangwana le maye ya bumbu pe furo carriera nisi atamba tu ava carriera na pere ya dintim pe furo bakuri rani se fanjile benjifa atamba tu ava bakuna pere ya bimbu chuani binan kofi se fanwara atamba tu fa pere mukwan puni ajel furo atamba tu wapunusa. Vous venez d'écouter le morceau Ni de Bonnes Vibes. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à retrouver sur notre chaîne YouTube l'épisode 2 et l'épisode 3 de notre entretien avec le docteur Anthony Fardet. À très bientôt.